Entendez. Oui. Oui. Super. Donc aujourd'hui, c'est le dernier cours de méca. Vous ne m'aurez plus, sauf peut-être dans d'autres cours, mais en tout cas plus en méca au premier quadrimestre. Sans doute en informatique appliquée et en Excel après. Alors, je vais vous envoyer un mail qui résume tout ça, mais j'aimerais bien le refaire une fois ici. Donc premièrement, il manque quelques petites choses sur Moodle qui vont être mises d'ici la fin. Alors, il y a un groupe qui m'a demandé s'il aurait un ancien examen mis sur Moodle. Et la réponse, après discussion avec les collègues, c'est oui. On va en mettre un sur Moodle et avec juste les réponses finales. On ne mettra pas le raisonnement. Maintenant, comme d'habitude, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Alors l'examen est là juste pour vous rassurer. Je vous rappelle qu'on ne fait pas le même examen chaque année, que c'est un examen des années précédentes, mais que la matière a changé. On a le SI en plus cette année-ci. Enfin voilà. Donc, si ça vous rassure d'essayer de voir un peu comment ça va se passer, n'hésitez pas à le tester. Mais en soi, si vous faites les exercices supplémentaires dans le cours, plus tout ce qu'il y a, enfin, en soi, si vous avez fait tout ce qu'il y a sur Moodle, il ne devrait pas y avoir de soucis. L'autre chose qui va arriver sur Moodle, c'est l'évaluation des enseignements. Alors, l'évaluation des enseignements, c'est une série de questions qui va changer d'un cours à l'autre. Normalement, vous devriez l'avoir dans tous les cours pour vous demander un peu ce que vous avez pensé du cours. Moi, ça m'intéresse énormément. Ça permet un peu de savoir ce qu'on va faire l'année prochaine, ce qu'il faudrait changer ou quoi. C'est un peu tard pour vous, mais pour les suivants qui vont recommencer ou qui vont arriver, savoir ce que vous auriez préféré. Typiquement, l'année passée, on avait demandé, donc parmi les questions, est-ce qu'on ferait un syllabus? L'année passée, il y avait ni Moodle ni syllabus, il n'y avait rien, juste des exercices en classe. Et le feedback des étudiants était plutôt, ah non, monsieur, pas de syllabus, de toute manière, on ne le lira pas. Bon, il y avait aussi des étudiants qui voulaient un syllabus, hein, mais la grosse majorité était plutôt pour des vidéos. Et c'est pour ça que cette année-ci, on a décidé de faire des vidéos. Donc, c'est complètement anonyme. On ne vous donnera pas de points pour le remplir ni rien, mais ça nous intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Donc, s'il vous plaît, essayez de le remplir. C'est pas encore en ligne. J'enverrai un mail quand c'est en ligne. Tout ce que je dis là maintenant, c'est pas en ligne, hein. L'examen et tout, c'est ce qui va arriver d'ici la fin de la semaine et ce seront les dernières choses qui arrivent sur Moodle. Ensuite, niveau points. Je vous rappelle que la cotation permanente compte pour 20%, sauf si vous étiez en condition de conflit horaire et que vous ne saviez pas la remplir. Je vais distribuer les points que vous avez eu à la cotation permanente vers le 12, 13 ou 14 décembre, dans ces eaux-là, ce week-end, quoi. Comme ça, vous avez une idée et aussi, surtout pour les gens qui ont eu 0. Parce que comme c'est une géométrique avec l'examen qui est à 80%, si vous avez 0 ici, ben vous avez 0 pour l'ensemble. Ce que j'espère n'est pas le cas. Pour l'instant, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 92 étudiants qui ont grosso modo. Mais c'est des étudiants pour la grande majorité qu'on n'a plus vu depuis 2 mois. Donc, c'était le but principal, hein. Premièrement, le but, c'était de se dire, OK, on a 2 heures de moins par semaine, il faut absolument que vous le travaillez parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir sinon. C'était le but numéro 1. Le but numéro 2, c'est comme on a un coronavirus, on peut organiser un examen écrit, ça c'est un peu la chance, mais on a des contraintes fortes. C'est un étudiant par 7 mètres carrés, et donc c'est un peu dommage de réserver plein de locaux ou de ne pas pouvoir organiser un examen écrit, alors qu'en fait, il va y avoir 100 étudiants absents parce qu'ils ont juste abandonné. Comme chaque année, hein. Chaque année, il y a des abandons d'étudiants qui changent de cursus ou parfois qui se sont inscrits pour des raisons un peu mystiques. À cela viennent s'ajouter jusqu'à 2 points bonus.
Alors pour les points bonus, il y a un léger changement. Dedans, on avait dit qu'il y avait toutes les activités sur Moodle avant tout ça, donc jusqu'à la cinématique. Mais on va rajouter un tout petit truc à ça, qui comptera pas pour beaucoup. Il y a la visite de l'expérimentarium. Habituellement, à la fin de l'année, on aime bien vous amener à l'expérimentarium de physique de l'ULB, faire une visite, voir des expériences pour un peu comprendre des choses qu'on a montrées cette année-ci, etc. Là, avec le coronavirus, c'était juste pas possible. J'aurais pu amener un étudiant à la fois, ça aurait été un peu compliqué. Donc, j'ai été là-bas la semaine passée tourner des vidéos. Il y a même le service de l'effet qui est venu me filmer, donc ce sera un peu de meilleure qualité que d'habitude. J'attends ces vidéos et dès que je les reçois, parce que c'est eux qui les montent, dès que je les reçois, je les mettrai en ligne. Je n'avais pas envie de mettre ça en cotation permanente. Vous avez déjà eu assez de cotations permanentes. Et donc, je pense que ce sera intéressant, ce sera ludique, vous apprendrez des choses, ça fera une chouette révision de la matière, ça permettra de clôturer le cours sur une note un peu fun. Et donc, je le mets juste dans les points bonus. Pour pas beaucoup, hein. Imaginons que tout ce qui est avant tout ça, ça compte sur 1,9 points, bah celui-là sera peut-être sur 0,1. Donc, vous dites pas que ça change tout ou rien. Mais pour vous donner une petite motivation de le regarder, sachant que c'est juste regarder une vidéo, je ne poserai aucune question dessus. Donc en soi, même si vous l'ouvrez juste, ça compte dans les points bonus. Mais j'espère que ça vous plaira. Je l'ai tourné juste pour vous, en me disant, voilà, comme ça met un peu de fun, ça permet de concrétiser certaines choses, en se disant, bah tiens, là on a dit ça, mais en fait j'ai jamais vraiment compris. Et ça vous fait des petites révisions, pas mathématiques, puisque je vais faire aucun calcul, mais plus de compréhension de à quoi ça sert, etc. Donc, qu'est-ce qui va encore arriver sur le Moodle? On a l'ancien examen, l'évaluation des enseignements et la visite virtuelle de l'expérimentarium. Ça, c'est les trois choses qui vont encore arriver cette semaine-ci. Quand tout ça est mis en ligne, je vous préviendrai avec un petit résumé de comment ça marche, etc. Voilà ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? L'examen, il sera en présentiel ou pas? Il sera en présentiel et ce sera le 11 janvier après-midi. Je sais plus, je pense que c'est 13-15 heures, je vais juste mettre après-midi. Et ce sera bien en présentiel. Et ça peut encore changer ou c'est sûr que ce sera en présentiel? D'un point de vue de l'effet, c'est sûr. Maintenant, si le gouvernement nous annonce, comme ils ont l'air de le faire, le 4 janvier, qu'en fait, bah, avec Noël, ça s'est très mal passé, on reconfine tout, et alors là, on sera bien obligé. Mais là, c'est sûr, les horaires d'examen sont faits, et normalement, vous les avez même déjà reçus, je pense. Je suis sûr qu'à moitié de ça. Oui, on les a reçus. Vous les avez reçus, hein? Oui, bah, s'ils sont libérés, normalement, ça va plus changer. Sauf si le gouvernement décide de nous ennuyer, mais a priori, on est sûr de ça. Monsieur, Oui. les vidéos des cotations permanentes restent en ligne pour qu'on puisse les regarder pour se préparer à l'examen. Alors, oui et non. Donc, tout ce qui est vidéo reste en ligne. Par contre, les exercices de la cotation permanente, eux, ils vont être fermés. Ok, je Là, donc comprends. les vidéos, oui, les exercices, non. Et les exercices qu'on devait faire, donc justement, qui compteront pour les points bonus, ceux-là, par contre, ils resteront en ligne. Exactement. Exactement. Ça, ok. La seule chose, en fait, oui, d'ailleurs, tu me rappelles quelque chose dont j'en parlais. La cotation permanente, comme je peux mettre 0 à un étudiant pour ça, c'est important qu'on ne puisse plus changer les résultats ou quoi. Et donc, sur Moodle, je les ferme vraiment, histoire de ne pas avoir de problème si je dis à un étudiant à 0 et puis qu'en fait, le 20 tout, il le fait et puis il dit, bah non, regardez, j'avais pas eu 0, etc. Les points bonus, justement, j'ai oublié de dire ceci. Je les... Oups. On
va dire ça. Alors, les points bonus, les tests seront toujours ouverts. Par contre, il faut bien qu'à un moment, je décide de quand je vais chercher les points. Alors, on a décidé avec les collègues de vous laisser jusqu'à la fin du blocus. Donc, le blocus termine le 3 janvier, le dimanche 3 janvier. Donc, le 4 janvier, j'irai sur Moodle et j'irai télécharger vos résultats pour ces bonus-là. Les bonus resteront ouverts pour toute l'année, pour toutes vos études, si vous voulez. Mais après que vous les fassiez ou pas, que vous améliorez vos scores ou pas, je regarde plus ça. Donc, vous avez jusqu'à la fin du blocus pour faire vos points bonus. Ce qui est généreux, hein. Mais on s'est dit qu'avec le coronavirus, avec tous les changements, etc., on préférait vous donner un peu plus de points si vous travaillez, si vous essayez de les faire, que l'inverse. Du coup, vu le temps qu'on reste, bon, je sais bien qu'il y a moyen de facilement tricher, mais mon but, c'est surtout que vous soyez capable de le faire et que vous vous rendez compte de la difficulté et que vous lisiez des exercices, etc. Alors, si jamais vous vous rappelez qu'il y avait un exercice de la cotation permanente qui était... ouais, en fait, je pourrais faire ça. Bon, si jamais vous vous souvenez qu'il y avait un exercice de la cotation permanente pour lequel vous aviez eu dû et que vous aimeriez bien le revoir, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie une photo de cet exercice, hein. C'est pas trop un problème non plus. Ok. Ceci étant dit, j'aimerais bien parler un petit peu avec vous du calendrier. Est-ce que vous savez quand commence la session, quand elle se termine, etc. Ou pas? Ah, ça commence le 4 et ça termine le 22, apparemment, non? Ouais, voilà, vous êtes fort. Alors moi j'aimerais bien... Alors attendez 2 secondes, j'aurais dû préparer ça, j'ai oublié. Hop. Donc ceci c'est le calendrier académique que vous pouvez trouver sur votre e-perso dans l'intranet. Un truc du style intranet. Et puis Agora suivi de documents H. Alors, on est le 7 décembre. Ça veut dire qu'il reste la semaine prochaine et puis vous avez 2 semaines de blocus. Alors, vous voyez qu'ici dans le calendrier, ils appellent ça vacances. Moi, je vous conseille de changer de mot, surtout vis-à-vis de votre famille. Alors, comme c'est votre première année, pour la plupart, c'est assez important. Je dirais que dans le supérieur, le blocus, ça joue quand même pour une bonne moitié de la réussite. C'est là qu'on va tout étudier, vérifier si on comprend tout. Et donc, c'est très important de le réussir, sachant que ça peut aller très vite. Le 21, c'est le premier jour, vous dites on va y aller relax, je commencerai le 22. Le 22, vous commencez par ranger votre bureau, tout d'un coup vous dites qu'il faut nettoyer votre chambre et vous faites rien. Le 23, vous vous dites ah ben c'est la fête de Noël, enfin c'est la veille de Noël. Ouais, c'est bon, on va pas faire grand-chose, je vais plutôt aider à préparer des trucs à manger. Le 24, c'est la veille de Noël. Le 25, c'est Noël et on se retrouve le 26 et vous avez déjà la moitié de votre blocus qui est parti. C'est très court, l'air de rien, 2 semaines. Moi, j'aurais donc 2 conseils pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous conseille, premièrement, d'être honnête avec vous-même. Honnête avec votre famille, vos profs, vos amis, peu importe. C'est naturel de dire ah, ça, t'as bien travaillé aujourd'hui? Oui, 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 j'ai bien travaillé. Alors qu'en fait, vous vous êtes levé de fait à 8h30, mais à 8h35, vous vous êtes rendormi dans votre lit et vous venez de vous lever. Mais oui, oui, j'ai bien travaillé. Ça, c'est garder la face, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est dangereux, c'est commencer à croire soi-même qu'on travaille bien. Moi, je vous conseille, si après avoir essayé 2 fois la même chose, ça marche pas, changer de tactique. Parce que c'est le plus dur en première année, il faut trouver comment est-ce qu'on arrive à étudier bien longtemps, ce que vous n'avez sans doute quasi jamais fait. Si vous vous dites, ah moi j'aime bien travailler le matin dans mon lit, c'est plus simple, je dois pas sortir, je mets mes cours à côté quand je me réveille, j'avais des amis qui faisaient ça. Ok, mon réveil sonne et hop, je me lance dans mon cours à côté pendant 1 heure, puis je vais manger, et puis je reviens dans mon lit et tout.
pouvez vous dire qu'en théorie, c'est une super idée, sauf qu'en vrai, vous vous endormez à chaque fois. Eh ben, essayez peut-être le premier jour, essayez peut-être le deuxième jour, mais après, dites-vous, OK, si vous vous endormez à chaque fois, changez de stratégie. Et parfois, ça revient à donner des stratégies qui sont désagréables, du style, ah, bah, je vais les travailler en bas, dans le salon où il y a tout le bruit. C'est moins facile pour se concentrer, mais au moins là, je travaille parce que j'ai la pression de tout le monde qui me regarde et tout. Je vais pas commencer à rêver, à regarder Netflix ou quoi. Moi, pour mes études, j'ai vraiment eu un bond dans mes points le jour où j'étais travaillé à l'étude. Parce qu'à l'étude, en fait, il n'y avait pas de PC, il n'y avait rien pour m'occuper. Le nombre de fois que j'ai pris une pause où je suis sorti de l'étude et on arrive dehors et là on se dit bah il y a rien à faire, ok je rentre, je vais retravailler. Moi ça me convenait bien. Bon avec le coronavirus ça risque d'être compliqué mais trouvez quelque chose qui vous convienne et trouvez-le vite. Attendez pas 2 semaines pour vous rendre compte tiens j'ai pas travaillé en 2 semaines, il faudrait peut-être que je change de strat. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos parents ou quoi, ah, j'arrive pas à travailler, tu serais vérifié que je viens travailler, j'en sais rien. Ça c'est un conseil. Mon deuxième conseil c'est de vous fixer 2 temps, un temps minimum et un temps idéal d'étude. Et pour moi, ce qui est assez important, c'est les deux. Imaginons, alors là, je vais prendre des exemples, mais à vous de voir en fonction de à quel point vous avez l'impression que vous devez beaucoup travailler ou pas, de l'adapter, hein. Mais imaginons que vous vous dites, je vais travailler 6 heures par jour. Sauf peut-être, bah voilà, peut-être pas le 24 après-midi et le 25 parce que c'est Noël. Peut-être pas le 31 après-midi et le 1er au matin parce que c'est le Nouvel An. Vous avez le droit à prendre des pauses, hein. Mais imaginons que je me dise que tous les jours, j'aimerais bien travailler 6 heures. Moi, je vous conseille alors de choisir aussi un temps minimum. De vous dire, par exemple, bah voilà, si je travaille 6 heures, c'est parfait, je suis content de moi. Mais il va y avoir des jours où vous ne serez pas motivé, où vous serez fatigué, où vous en aurez complètement marre, où tout d'un coup, il va y avoir des amis qui viennent à la maison et vous avez envie de passer un peu de temps avec eux. Mais ce qui est dangereux dans un blocus, je trouve, c'est de travailler rien du tout. Une journée où vous ne travaillez pas, imaginons que votre idéal c'est 6 heures, ça veut dire que vous travaillez 6 heures de moins. Si vous voulez rattraper ça sur votre blocus, ça veut dire qu'il faut travailler 2 heures de plus pendant 3 jours. Donc ça veut dire que pendant 3 jours, vous allez faire des journées de 8 heures juste pour rattraper un jour. C'est hyper compliqué. Alors moi, je vous conseille de choisir avec vous un minimum qui vous semble faisable, quasi dans toutes les circonstances, et d'essayer d'absolument vous tenir à ça. Et les jours où vous vous sentez bien, d'aller vers votre idéal, et puis d'adapter un peu, hein, c'est votre premier blocus. Mais typiquement, je trouve que 4 heures, ça va. Vous travaillez 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Dans tous les cas, c'est faisable, et au moins comme ça, vous avez toujours l'impression d'avancer, et vous pouvez être satisfait d'avoir toujours réussi votre minimum. Ça, ce sont mes conseils. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Et je vous souhaite à tout prix de réussir, évidemment. Ensuite, pour clarifier les choses, la session, comme vous l'avez dit, commence le 4 et normalement on termine le 20, mais avec le coronavirus, etc., le calendrier est un peu mis à jour et vous voyez que ça déborde un petit peu le 21 et le 22. Après, vous avez une semaine de congé. Et là, ça dépend de votre horaire d'examen. Si vous avez rien le 22, vous avez une semaine et un jour, rien le 21, une semaine et 2 jours, etc. Et on recommence le 1er février pour le second quadri, où ça recommence gentiment, hein. Vous avez 2 semaines, et puis carnaval, et puis un bon mois, puis Pâques. Le deuxième quadri, il est toujours un peu plus sympa pour ça, parce qu'il y a carnaval et Pâques. Ceci, c'est ce qu'on appelle la première session. En août, vous avez du 19 au 3 septembre, la seconde session. Donc ça, chaque année, j'ai des questions, notez-le quelque part ou notez où se trouve le calendrier pour quand vous partez en vacances. Bah, premièrement, attendez d'avoir vos résultats de juin avant de réserver les vacances si vous voulez partir fin août, début septembre. Ou alors, partez là-dedans. Donc ceci, c'est ce que j'ai appelé la première session de janvier. Et il y a une deuxième première session en juin. Alors tout ceci, normalement, vous le savez. Maintenant, j'aimerais bien insister sur un dernier point. Quand vous êtes en première, et c'est uniquement valable pour les étudiants de première année, votre première session de janvier, vous avez droit à la repasser. C'est ce qu'on appelle la seconde chance. Et la seconde chance a lieu entre la première session de janvier et la première session de juin. Si vous avez déjà fait d'autres études, la plupart du temps,
Dans les autres études, la seconde chance, elle est mise au début de la session de juin. À l'EFEC et à l'ISAT en particulier, on a décidé de mettre la seconde chance plic-ploc pendant le second quadrimestre pour augmenter vos chances de réussite. Et donc typiquement, la seconde chance de méca, c'est souvent la semaine après carnaval. Maths, ça dépend. Parfois c'est après carnaval, parfois c'est après Pâques. Je vais donc me concentrer sur méca. Méca, vous avez donc 3 possibilités de passer l'examen. Vous avez la première session de janvier, la seconde chance après carnaval et la seconde session en août. Il n'y a pas d'examen de méca en juin. Là, c'est pour les examens du second quadrimestre uniquement. Les modalités sont différentes. Ça, je vais appeler ça les modalités 1, alors que ici, en août, on a les modalités 2. Modalité, c'est juste comment se passe l'examen, comment les points sont calculés. En août, c'est assez simple. Légalement, normalement, on ne peut rien vous garder ou reprocher de l'année. Et donc, en août, c'est 100% l'examen. Vous aviez fait une super cotation permanente, vous aviez des points bonus et tout, normalement, on doit vous les oublier. Par contre, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si vous avez fait 0 à la cotation permanente, ben on oublie et en seconde session, vous repassez ce que vous voulez. Alors, il faut juste savoir que ce qu'on fait assez souvent quand même, c'est que si un étudiant a 9,5 sur 20 en seconde session, bah souvent on va regarder un peu, tiens, mais niveau points bonus et tout, qu'est-ce qu'il avait fait. Si c'est un étudiant qui a jamais rien fait, on va pas se dire qu'on va lui faire de fleurs. Si c'est un étudiant qui avait déjà fait une partie des points bonus, même si on peut plus vous les compter, disons que ça peut aider à faire des arrondis très généreux. Pour la modalité de première session, c'est 20% la cotation permanente si vous n'êtes pas en conflit horaire et 80% l'examen. Et comme vous voyez, ce sont les mêmes modalités pour l'examen de janvier que pour l'examen de seconde chance. Et donc, ce que vous repassez en seconde chance, c'est l'examen à 80%. Et donc ça, c'est assez important. La cotation permanente, si vous faites 0 maintenant, si vous n'avez rien fait pendant tout le quadrimestre, vous aurez 0 d'office pour votre cote après janvier et pour la cote après la seconde chance parce que la cotation permanente compte pour les deux. Pareil pour vos points bonus qui comptent pour les deux. Donc la seconde chance, c'est vraiment comme le nom l'indique, c'est une seconde chance de passer l'examen de janvier. Vous gardez tous les points bonus, toutes les cotations permanentes, etc. Alors que la seconde session, c'est comme si on recommençait tout depuis 0. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense que c'était important d'un peu clarifier tout ça. Monsieur, Oui. si l'examen se fait en présentiel en janvier, ça garantit qu'en février, on va retourner en présentiel ou pas? Alors, normalement, si on était une année normale, on doit rester dans les mêmes modalités en janvier et en seconde chance. Et donc, si vous êtes venu en présentiel en janvier, normalement, on est censé vous faire revenir en présentiel en février. Mais si le gouvernement dit non, vous devez absolument le faire en distanciel, bah alors on fera un examen sur Moodle parce qu'on n'a pas le choix. Mais a priori, on va essayer d'éviter ça un maximum pour qu'on puisse pas dire ah mais tel examen était plus facile qu'un autre, etc. En août, je suis quasi sûr que ce sera un présentiel. Il fait plus chaud en août. L'année passée, il y avait vraiment beaucoup moins de cas. Donc ça semble peu probable qu'en août ce soit en distanciel. En février, là, c'est l'inconnu total. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. vous avez dit qu'au mois de juin, il n'y a pas d'examen de méca? De mon cours de méca, hein. Il y aura fabrication mécanique ou ce genre de choses, mais il n'y a pas d'examen de cours méca. Ok. En fait, ce qui est fait parfois bizarre aux gens qui ont déjà fait d'autres études, c'est qu'habituellement, il y avait moyen de le repasser en juin, mais ça, en fait, c'était la seconde chance. Et nous, on la met plus tôt qu'en juin. Comme ça, si vous l'avez raté, vous flinguez pas votre session de juin avec encore plus d'examens. Et en plus, il se passe moins de temps pour que vous oubliez un peu moins la matière. Et donc, en juin, ce sont les examens du second quadrimestre. Il n'y aura pas d'examen du premier quadrimestre. Ok, bah, je vous propose de faire un peu de méca.
Donc aujourd'hui, on va continuer avec tout ce qui est collision. J'aimerais vous proposer un premier exercice qu'on appelle le pendule balistique. Ici, j'ai une balle de fusil qui vaut 20 grammes. Cette balle, elle se déplace à une vitesse de 400 mètres par seconde. Vous la voyez là, ici, arriver. Et elle va venir s'encastrer dans une boule de plomb. Donc avant, si vous voulez, j'ai ma balle et ma boule de plomb. Et puis après, vraiment plus qu'un objet avec ma boule de plomb, ma balle, pardon, dans ma boule de plomb. Là, bon, on vous dit que la longueur du fil est de 2 mètres. Et comme c'est un pendule, ma boule de plomb avec la balle va monter jusqu'à une certaine hauteur. Et la question qu'on vous pose, c'est tiens, je monte jusqu'à quelle hauteur h? Je monte jusqu'à quelle hauteur h? Sachant que ma boule de plomb ici est de 2000 grammes. Comment est-ce que vous feriez cela? On pourrait penser à la quantité de mouvement. Ok. Et comment est-ce que tu ferais ça? Avant que le MBVB ne vienne frapper notre bille de 2000 grammes, on considère que ça avant le choc et ça n'a qu'une énergie, ça a une énergie cinétique, puisque ça a une vitesse. Maintenant, après le choc, ça transmet toute son énergie à notre grande masse. Du coup, on peut passer de là et on parle de l'énergie cinétique. En gros, avant le choc, on a MBVB et on a une énergie cinétique d'un demi. Je crois qu'on a MBVB. Et puis il me dit qu'on a une énergie cinétique de 1,5 MB carré, c'est ça? Ce que je pense. Et après le choc, on a une énergie cinétique et une énergie potentielle lorsque ça arrive à la hauteur H. Je sais pas. Ok, tu me dis donc ici j'aurai une énergie, je vais appeler ça E1, qui est égale MGH. GH. à M. Oui, en supposant que notre référence est au niveau de notre 2000, tout en bas. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Déjà, il faut savoir si c'est élastique ou pas. Très bonne question. Est-ce que c'est élastique ou pas? Pour moi, Non. C'est un choc inélastique de fait. Pourquoi? Parce Il n'y a que pas de conservation de l'énergie cinétique. Ouais, il n'y a pas de conservation de l'énergie. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conservation de l'énergie? Frottement. En quelque sorte. Ici, c'est surtout que une bonne manière de voir qu'il y a un choc inélastique, c'est qu'il y a une déformation. Et ici, ma balle, elle vient vraiment s'encastrer dans la boule. Et donc, pour s'encastrer, elle doit déformer la boule, elle doit se déformer elle-même. Ça va libérer beaucoup de chaleur, ça va... Oui, on va perdre pas mal d'énergie potentielle aussi. Donc, si le choc, il est quasi 100% inélastique. On vient complètement s'encastrer dans la boule de plomb. Une autre manière de le voir aussi, c'est quand il n'y a pas de rebond. Et donc, quand un objet colle sur un autre, que ce soit par déformation, par adhérence, c'est un choc inélastique. Quand il y a un rebond, très souvent, il y a une forte composante élastique.
Et donc dire que c'est un choc inélastique, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un choc inélastique? Qu'est-ce qui est conservé, qu'est-ce qui n'est pas conservé? La quantité de mouvement est conservée et l'énergie cinétique n'est pas totalement conservée. C'est ça. Ok, donc on peut dire que la quantité de mouvement avant est égale à la quantité de mouvement après. La quantité de mouvement avant, vous m'avez dit que c'était MBVB. Du coup, que vaut la quantité de mouvement après? La somme des deux masses multipliée par une virgule. Ouais, ça va si je l'appelle V'? Ouais. Ici, j'aurai V' qui va partir. Je pourrais appeler ça V après, mais c'est un peu long à écrire après. D'accord, bah donc ça, je pourrais calculer en fait. J'ai V' qui est égal à MB VB sur MB plus M. Alors, je commence à être un peu à l'étroit. Donc, je vais renoter ici que l'énergie finale, c'est MGH, vous m'aviez dit. Voilà. Ok, MB, ça vaut combien? 2. J'ai pas entendu avec le début, qui était mangé par le micro. 20. 20 fois 10 exposants moins 2. Moins Ouais, ça 30. fait- Ouais, donc j'ai entendu 20 fois 10 exposant moins 3. J'ai entendu 0,02. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont dit autre chose? Non, Allez, c'est moi je vais le dire alors. Je vais dire que c'est 20. La vitesse, c'est 400 mètres par seconde. Et ici, j'ai la somme des deux masses. les grammes vont se simplifier. C'est ça. En fait, ici, j'ai la même valeur de... Enfin, ici, j'ai une masse en haut divisée par une masse. Donc, j'ai V' qui est égal à MB sur VB sur la somme des masses. Ça veut dire que ici, j'aurais par exemple des kilogrammes dans l'exemple que vous m'avez donné. Bah, en dessous, je dois avoir des kilogrammes. Comme ça, mes unités peuvent se simplifier et j'ai bien une vitesse qui est égale à une vitesse. Et sachant que ça se simplifie, je peux passer en kilogrammes, mais j'aurais très bien pu continuer de garder mes grammes. J'ai pas de nécessité de changer ces unités. Et donc, que vous me laissiez avec x 10-3 en écriture scientifique ou pas, ou même que vous me laissiez les grammes, c'est strictement pareil parce que ici, tous mes 10-3, ils vont se simplifier. Donc là, c'est à vous de voir. Habituellement, je dirais que quand on a l'habitude, on fait plutôt ceci, parce que comme ça, on ne doit pas s'amuser à transformer des grammes en kilogrammes. Mais c'est sûr que dans certains cas, on ne peut pas faire ça. C'est comme vous l'avez vu dans l'exercice que j'avais donné, on vous demandait des vitesses en kilomètres par heure, et puis après, on vous demandait une énergie. Et l'énergie, c'est des joules. Et les joules, par définition, c'est des kilogrammes mètres carrés seconde carré, par seconde carrée. Et donc là, vous voyez qu'on peut absolument pas mettre de kilomètres par heure dedans, parce qu'il n'y a pas de simplification qui se fait. Ici, par contre, elle se fait, et donc je peux vraiment choisir l'unité que j'emploie. Vous avez décidé de partir avec des kilos, on va rester avec des kilogrammes, mais j'avais envie de vous le dire, que c'est pas une obligation dans tous les cas, que c'est aussi pour ça qu'on a fait le SI au début de l'année, pour se rendre compte quand est-ce que c'est vraiment utile le choix d'unité, ou quand est-ce que tant qu'on est cohérent entre numérateur et dénominateur, c'est bon. Donc si j'avais 20 fois 10-3, suivi de combien? Du coup, de 20 fois 10-3 plus 2. Si je tape ça à la calculette, j'ai 3,96 mètres par seconde. Ça, c'est donc la vitesse de quoi?
De la masse à la grande masse après le choc. Presque, mais si on veut vraiment être précis, est-ce que c'est la vitesse de la grande masse après le choc? Les deux masses en gros. Des deux masses ensemble. Et donc, sachant cela, comment est-ce qu'on trouve la hauteur? Conservation de l'énergie. Conservation de l'énergie. Donc, en fait, ici, on a deux étapes. On a une première étape qui est une collision. Et puis, on a une deuxième étape qui est la conservation de l'énergie. Pour ça, il faut choisir des moments. J'ai mon moment 1 ici. Ok, je vais changer de couleur. J'ai mon moment 1 ici, mon moment 2 ici. Est-ce que je peux dire que E1 est égal à E2 ou est-ce que j'ai un travail? Vu qu'à E2, la vitesse est nulle, il doit avoir le travail de la force de résistance, la force de frottement. Alors, on pourrait compter la force de frottement. C'est pour ça qu'en soi, un pendule, ça va monter de moins en moins haut. À votre avis, c'est la force de frottement due à quoi qui fait qu'un pendule, il commence à tomber, à monter de moins en moins haut? On va dire de l'air. Alors, ça va dépendre de la taille du pendule. Si de fait vous avez quelque chose de très très grand comme masse, ça va être l'air. Mais le plus souvent, c'est les frottements autour de l'axe. Ici, il faut imaginer, vous avez par exemple une barre de fer sur laquelle il y a une corde qui va venir frotter, et frotter, et frotter, et frotter, et frotter. Et donc, c'est surtout là que ça va se passer. Maintenant, bon, si vous me prenez ici une très très grande surface qui va faire beaucoup de frottement avec l'air, alors évidemment, ça va être ça. Et donc, vous me disiez qu'à la fin, j'ai pas de vitesse. Et donc, que vaut mon énergie à la fin, en E2? MGH. Ok, mais soyez précis, quel M? La 2M. Les Le deux M. grand. Pas juste le grand. Ici, une fois que je commence à monter, ma balle est vraiment venue s'encastrer dans la boule. Donc pour la deuxième partie de l'énergie, c'est une conservation de l'énergie avec un seul objet, qui est MB plus grand M. Ma balle et ma bille ne font plus qu'un. Et que vaut mon énergie au point 1? 1 demi la somme des deux masses multipliée par V pour mon carré. Exactement. Et donc là, on voit que j'ai les mêmes masses des deux côtés. Et c'est là que parfois, voilà. Imaginez qu'à l'examen, vous m'aviez écrit 1 demi M V prime carré égale grand M GH. Vous allez tomber au même résultat parce que les masses se simplifient de nouveau. Mais là, vous allez perdre une petite partie des points parce que ça marche, mais c'est juste de la chance. De la chance que les masses se simplifient, donc c'est pas important. Ici, il faut bien se rendre compte que c'est maintenant deux masses qui montent. J'ai donc H qui vaut 1 demi V prime carré. Alors V prime carré, c'était 3,96 au carré divisé par G. Ceci, ça fait 0,799, ça fait 0,80 mètres. Donc ici, on voit que si je prends une balle de 20 grammes, que je tire dans une balle de plomb de 2 kg, cette bille, peu importe la longueur du pendule, hein, cette bille va monter de 80 cm. Ceci, c'est une manière de mesurer la vitesse des balles. Ça peut être employé de deux manières différentes. Une première méthode, c'est voilà, on mesure la hauteur et on trouve la vitesse. Il faut se rendre compte que c'est un dispositif assez peu cher en fait. Et surtout, il ne faut pas de technologie moderne. Actuellement, on pourrait mesurer au laser la vitesse des balles, etc. On pourrait même y aller à la caméra tellement on a des fréquences de rafraîchissement grandes. Mais
mettez-vous il y a 2 siècles, on n'allait pas vous dire ah bah sors ta caméra pour trouver la vitesse de la balle. Fallait bien d'autres techniques. Alors on pouvait faire d'autres techniques, trouver la distance qu'elle parcourt. Ils maîtrisaient déjà le tir parabolique, donc on pouvait simplement regarder, ok, si je tire, ah j'arrive, ça fait combien? 100 mètres, ah bah donc la vitesse était de autant. Mais c'est un peu pénible d'avoir quelqu'un qui va aller chercher la balle pour trouver, etc. Et donc le plus simple, c'était de mettre un pendule, on tire dedans et on voit jusqu'où il monte. Ça permet aussi de faire de la calibration. Imaginez que vous ayez votre pendule ici et qu'on pende ici une cloche. Imaginons qu'on la pende justement à 80 cm. Alors si j'ai avec mon fusil ici et que je tire, il va y avoir un choc et puis conservation de l'énergie, ça va monter. Et si ça vient taper ma sonnette, si ça l'explose, on sait qu'on est bien au-dessus de la vitesse demandée. Si ça la touche gentiment, ok, mon fusil tire bien des balles à 400 mètres par seconde. Si ça la touche pas, ah bah il faut régler mon fusil. Il y a un souci quelque part, peut-être un problème dans le canon, peut-être un problème pour tout ce qui est explosion, etc. Alors donc ça c'est une manière très simple de tester en série les armes. Voilà, je tire à chaque fois une balle. Ça touche la cloche, c'est bon. Ça touche pas la cloche, à réviser. C'est une méthode. Bon, il y en a d'autres, hein. Mais celle-ci, on va dire que c'est la plus simple, c'est celle sans matériel. Vous pourriez le faire dans votre jardin, vous pouvez faire ça avec tout en fait. Typiquement, je pourrais aussi tirer avec un arc à flèche sur la balle. Ça va aussi faire un choc élastique, une élastique, pardon, puisque ma flèche, elle va venir s'enfoncer, elle va venir se ficher dans la cible. Et donc vous pourriez savoir, tiens, là avec tel arc, quand je bande au maximum, j'arrive à quoi? 100 mètres par seconde, et là à 50 mètres par seconde, ah cet arc-là est plus dur, ah celui-ci, et tiens, si je vais pas tout à fait au maximum, que je bande un peu moins mon arc, ah bon, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le pendule balistique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Ok, pas de questions. Alors pour info, donc ceci, on n'en avait pas besoin. On aurait pu l'employer pour regarder l'énergie perdue dans le choc inélastique. Ça, c'est de fait l'énergie que j'ai avant le choc. Et que vaut mon énergie après le choc? C'est celle avec la nouvelle vitesse. C'est celle avec la nouvelle vitesse. Et donc, Après le choc, on a l'énergie cinétique avec la somme des deux masses et la nouvelle vitesse. c'est ça. Avec les deux masses, pas les oublier. Et donc, je pourrais m'amuser, je ne vais pas le faire ici, mais à calculer ceci, et regarder l'énergie qui est perdue suite au choc inélastique. On aurait pu aussi utiliser ça pour V' au lieu d'utiliser la quantité de mouvement. Non, parce que tu ne sais pas quelle est la partie d'énergie qui est perdue. Tu vas pas avoir tu n'as pas d'égalité l'énergie cinétique avant égale l'énergie cinétique après. Ça, c'est si tu avais un choc élastique. Mais comme le choc est inélastique, tout ce que tu sais, c'est que ça va pas être identique. Mais tu sais à quel point ça va pas être identique. Ok. Tu vois ou pas? Ouais, ça va. Voilà. Donc c'est vraiment les chocs inélastiques en fait c'est le plus simple hein, parce que comme c'est un choc, il y a conservation de la quantité de mouvement et c'est tout. On perd de l'énergie cinétique donc il n'y a pas de formule en plus où on va devoir dire ah mais l'énergie cinétique doit rester la même donc ici non c'est on va perdre de l'énergie cinétique et ça va dépendre de la situation, des différences de masse qui va dire quelle énergie cinétique doit être perdue. Et souvent cette énergie cinétique est employée en grande partie pour que le choc soit inélastique. Sans cette perte d'énergie cinétique, le choc ne serait pas inélastique. Quand je vous prenais l'exemple de l'avion dans la cotation permanente, où il y a Hulk qui tombe dessus,
Bah, en vrai, si vous faites ça et si vous regardez, si vous tapez Hulk tombe d'un avion, vous allez tomber sur des scènes de Thor. Alors, si vous regardez cette scène-là, où il y a Hulk il tombe d'un avion, il tombe pas sur un avion, bah, il rebondit sur le sol. En fait, en théorie, quand vous tombez de très haut, vous allez rebondir en partie sur le sol, parce qu'une partie du sol va être élastique, une partie du choc va être élastique, pardon. Là, comment rendre le choc inélastique? Ben, on pourrait imaginer que il va venir s'enfoncer dans la tôle de l'avion, il va venir défoncer l'avion. Il peut aussi dire qu'il s'agrippe avec ses doigts très puissants, il va venir déformer la tôle pour s'agripper dedans. Et ça, c'est une grande partie de l'énergie qui va être perdue. C'est toute l'énergie qui est mise pour venir déformer la tôle, mais qui permet que ce soit inélastique. Sinon, il rebondirait juste dessus. Hop là. Alors, ceci, je le ferai après, parce que c'est pas très important. Je vais faire surtout ceci. Alors, cette année-ci, pour l'examen de janvier, on s'est mis d'accord avec les collègues pour faire plaisir à Monsieur Van Larbeek. Monsieur Van Larbeek aime beaucoup vous donner un exercice, une situation, et la garder le plus longtemps possible dans l'examen. Et donc, l'examen que je vais vous donner, un ancien examen, en fait, c'est ceci, mais au complet. Là, c'était juste la partie collision, pour que vous ayez un peu l'habitude de ces exercices qu'on va dire à rallonge. Donc, je vais vous résumer. Le début de l'exercice, c'était, vous avez ici une pente avec un wagon, un bonhomme dedans, et ce wagon, il est attaché avec une corde. Ça, c'était la première partie de l'examen. C'était de la statique. On vous disait quelle est la tension dans la corde pour que ça reste statique. Et donc là, c'était parti. Ah bah j'ai une normale ici, une normale ici, le poids du bonhomme plus le wagon ici. Il y a des frottements au niveau des roues et j'ai la tension de ma corde qui vient tirer comme ceci. Et donc, somme des forces selon x égale 0, il me faut donc un système d'axes. Somme des forces selon y égale 0 puisqu'on est en statique et somme des moments de force égale 0. Petit rappel, en statique, n'allez pas trop vite. Je sais bien quand vous avez une table posée sur le sol, on peut dire que la force ici, N1, est égale à la force N2 et que chacune est égale à la moitié du poids. Mais ça, c'est parce qu'on a une situation très symétrique. Le poids, il est au milieu de la table et donc il va se répartir de manière générale à gauche et à droite. Quand vous avez ici votre wagon, ben, on n'a pas du tout une symétrie. Mon poids, il vient tirer comme ça. J'ai en plus une corde qui vient tirer ici. Et donc, il n'y a aucune raison que N1 soit égal à N2. D'ailleurs, vous pouvez imaginer si la corde tirait très fort, qu'est-ce qui se passerait d'après vous? Si jamais j'avais une corde vraiment qui tirait très très fort ici. La deuxième roue toucherait pas le sol. C'est ça. Je tirerais tellement fort que mon wagon il serait surélevé. Et donc là, vous voyez clairement que la normale N1 serait plus grande que ce qui n'existe pas ici. Voilà, donc je vous conseille, pour tout le cours en fait, de toujours employer la même méthode et de ne pas trop vite employer votre intuition. Ah oui, c'est symétrique, je mets moitié-moitié. Non. Allez-y pas à pas. Et si à un moment où vous êtes vraiment bloqué, alors réfléchissez s'il n'y a pas une symétrie qui va pouvoir permettre de résoudre. Mais ici, pour trouver la différence entre N1 et N2, il fallait passer par la somme des moments de force. Voilà, ça c'est un petite anecdote, un petit rappel sur la statique. Et donc là, ce serait la première question de l'examen.
On pourrait, c'est ce qu'on fera pour la seconde chance, histoire de varier un peu les plaisirs, mais on pourrait vous faire une deuxième question complètement différente. Ben, Monsieur Van Larbeek aime bien, et on a dit que c'était lui qui était en charge cette année, créer une question similaire. Et donc on va dire, je coupe la corde. Ce qui fait que mon chariot, il va commencer à descendre. J'ai donc de la dynamique. Et on vous demande de trouver l'accélération. Alors là, vous voyez qu'il n'y a plus de corde. Donc N1 va changer, N2 va changer. Le poids, c'est le même par contre. Et les frottements changent. D'un coup, ça devient des frottements cinétiques puisqu'on va se déplacer. Et donc là, encore une fois, allez pas trop vite quand vous avez des exercices qui suivent comme ça. Comme j'ai plus la tension, mes différentes forces, vous dites pas, ah, j'avais déjà trouvé N1, parfait, je continue. Non, la situation change, j'ai une corde en moins, et donc l'équilibre de force se fait différemment. En plus, c'est en dynamique. Ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, on vous disait, OK, on descend, et puis on arrive ici, au point 1, avec une certaine vitesse, que je vais appeler V1. C'est la vitesse au point 1. Et on vous la donne ici dans l'énoncé, c'est une vitesse de 10 mètres par seconde. Il se passe des choses sur la route, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement avec la route. Monsieur? Oui. Lorsque nous sommes sur la panne, le poids va être selon X ou selon Y? Ça dépend comment tu choisis ton système d'axe. Comme vous l'avez choisi tantôt. Ah bah il était ni l'un ni l'autre. Du coup, il doit avoir un angle qui doit intervenir. Oui, on vous aurait donné l'angle ici, sur la pente évidemment. Ok, ça va. Vous verrez l'exercice complet avec tous les détails pour savoir le calculer dans l'ancien examen. Ici, là, je vous l'expliquais juste brièvement. Mais de fait, il vous faut l'angle, sinon vous ne savez pas le résoudre. Et il vous faut aussi les coefficients de frottement statique, les coefficients de frottement cinétique, la valeur du poids, et c'est tout. Et les dimensions du chariot aussi. Où se trouve la roue par rapport au centre de gravité, etc. Donc, maintenant on arrive ici à une vitesse de 10 mètres par seconde, et on vous dit, je suis 5 mètres plus haut que le point 2. Du coup, ma vitesse au point 2. Et ça, c'est quelle matière? L'énergétique? L'énergétique. Et on va le résoudre. Comment est-ce que je peux faire pour résoudre ça? Au point 1, c'est MGH plus 1 demi MV carré. Et au point 2, c'est juste 1 demi MV carré. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais juste déjà remplir un petit peu. Quand vous avez des exercices comme ça, surtout long, je vous conseille de bien choisir vos notations. Pour l'instant, c'est un wagon, parce qu'après, on va avoir une personne dedans en plus. Donc, c'est la masse du wagon. Bon, j'ai compris que tu avais compris, mais c'est juste, en termes de notation, on ne peut plus vous perdre après. La masse du wagon, et c'est la vitesse 1. Et en bas, c'est bien la vitesse 2. Parfois, sur un long examen avec le stress, on commence à simplifier des vitesses ici qui sont bien différentes, parce que c'est des vitesses à des moments différents. Et j'ai bien E1 égale E2. Alors, je vais le faire de l'autre côté. J'ai E1 égale E2. J'ai donc la masse du wagon. La masse du wagon, elle vaut 330 kg. Bon, c'est du wagon et du cascadeur dedans, en fait. Fois petit g fois la hauteur. Plus 1 demi la masse du wagon. Fois la vitesse ici, donc c'était 10 au carré. Égale 1 demi la masse du wagon. Fois cette vitesse V2 au carré. Alors, on voit tout de suite que mes masses pouvaient se simplifier. Et donc, je vais trouver ici, j'ai 50 plus 50, donc ça fait 100 à gauche, égale 1 demi V2 au carré.
Et donc, V2, c'est racine de 200. Et racine de 200, ça fait 10 racine 2. Tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Oui. Ok, nickel. Donc j'ai trouvé V2. Super. Ensuite, on vous demande, donc ici j'ai trouvé que c'était 10 racine 2. Ensuite, on vous dit votre wagon. Il continue. On va arriver au point 3. On vous demande quelle sera la vitesse au point 3, sachant qu'au passage, j'avais mon acolyte qui est là. Moi, j'arrive avec mon wagon et je vais la réceptionner romantiquement dans mes bras pour la sauver de, on va dire, la lave en dessous. Ça va être quelle matière du cours d'après vous? Le fait de passer à une personne dans un wagon qui avance à après 2 personnes dans le wagon. Ça ressemble pas au truc avec Hulk et l'avion. Ouais, ça va être un choc, ça va être une collision. En soi, littéralement, vous imaginez, j'arrive ici à 10 racine 2 mètres par seconde, donc environ 14 mètres par seconde, donc environ 50 km par heure. Ça va littéralement être une collision qui va faire assez mal, mais bon, il faut ce qu'il faut pour sauver quelqu'un. Tant qu'on y est, cette collision, elle est élastique ou inélastique? Inélastique. Inélastique. J'avais j'avais deux objets différents, pardon, qui devient un seul objet. Et je vais devoir générer de l'énergie pour réussir à la garder dans mes bras. Si je faisais rien, il y a de fortes chances qu'en arrivant, imaginons que je fasse pas du tout attention à l'acolyte et que l'acolyte fasse pas du tout attention, bah je vais passer dedans, ça va le renvoyer en l'air, il va partir comme ceci, et moi je vais continuer à avancer tranquillement ma route. Il y aura eu un choc, comme si je venais taper avec une bille dans une autre. Alors il y a de fortes chances que je tombe à la renverse aussi, ça va dépendre des différences de masse. Si moi je suis très lourd et que celle-ci est très légère, je vais avancer à travers. Si j'ai un poids plus petit, je pourrais tomber à la renverse pendant qu'elle monte. Ça, il faudrait regarder les différences de masse. Si c'était un choc élastique, mais ce n'est pas un choc élastique. Et donc, on va juste avoir conservation de la quantité de mouvement. Et donc, on peut le résoudre. Comme c'est un choc inélastique, j'ai que la quantité de mouvement avant est égale à la quantité de mouvement après. Et donc, que vaut la quantité de mouvement avant ici? La masse fois la vitesse Ouais, la masse de qui fois la vitesse de qui? du wagon et du premier cascadeur. Oui. Et c'est la vitesse au point donc 2. Et après? La masse des deux cascadeurs plus la masse du wagon fois la vitesse 2. Ah, je sais pas si vous avez déjà marqué, mais j'écris V et V comme ça, c'est la même chose hein, pour moi. Hop. Alors, pas la vitesse 2, mais la vitesse 3. Parce que ma vitesse va changer. Je suis ici, tout seul avec une vitesse 2. Et puis ici, c'est après le choc. Et donc, on est deux personnes dedans à vitesse 3. Alors ici, j'ai noté ça wagon, parce qu'on parle d'un wagonnet plus son cascadeur, mais
J'appelle ça masse wagon. Et j'ai noté ceci A comme acolyte, qui a une masse de 70 kg. Ça, c'est vous qui choisissez vos notations, hein. C'est clair pourquoi ici c'est V3 et pas V2? Oui. Et donc je tombe sur ceci. Si je le calcule, j'ai donc 330 fois 10 racine 2 sur 330 plus 70, comme si on s'était arrangé pour que ça fasse 400. Et si je tape ça à la calculette, je tombe sur 11, alors je vais l'écrire comme ça. Je vous explique après pourquoi je l'ai écrit comme ça. Ok. Vous inquiétez pas du nombre de chiffres, j'en parle après. On a donc une quatrième partie. J'ai ici trouvé que c'était 11,67 mètres par seconde. Ma cinquième partie, pardon, c'est j'étais ici au point 3 et je monte jusqu'au point 4. Et on vous demande quelle est la vitesse au point 4. Vous voyez, c'est ce que je fais l'exercice B en fait, la vitesse au point 2, 3 et 4. On a juste passé le A parce que maintenant on a vraiment l'habitude, hein, mais évidemment avec les formules que vous m'avez données, l'énergie potentielle à son niveau 0 ici. Passer du point 3 au point 4, c'est quoi comme chapitre du cours? De la dynamique, non? Alors, j'ai entendu la dynamique, mais j'ai entendu autre chose en même temps. Énergétique, j'ai dit. Ça marche. Alors, de la dynamique, en gros, c'est somme des forces égale ma. Donc la dynamique, c'est regarder les forces qu'il y a et l'accélération. Ici, on pourrait s'amuser à trouver l'accélération avec de la dynamique et puis partir avec de la cinématique pour trouver la vitesse en haut. Mais c'est très long comparé à l'énergétique. Donc ici, on s'attendait plutôt à ce que vous fassiez de l'énergétique. Typiquement, quand vous avez une vitesse et une hauteur, l'énergétique, ça doit vous sembler le meilleur choix dans la vie. Et donc, si je passe là-dedans, j'avais donc 5. Ici, je vais de 3 à 4. Est-ce que je peux écrire ça ou est-ce qu'il y a un travail? Il y a un travail. De quoi? La résistance des roues. Il y a la résistance de l'air, ça toujours, mais celle-là, on va toujours la négliger. J'ai dit la résistance des roues. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Alors, il peut y avoir des forces de frottement. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte, hein. Ici, cet exercice, vous voyez qu'il était déjà assez long. On en reparlera après. Mais on vous dit les forces de frottement peuvent être négligées. Sinon, de fait, il faudrait en tenir compte. J'aurais E3 plus le travail des forces de frottement est égal à E4. Mais vous avez que 2 heures d'examen, on ne va pas non plus ajouter tout, partout, tout le temps. Sachant qu'on avait déjà testé votre connaissance des frottements dans la partie statique et dynamique. Là, vous aviez même déjà eu des frottements statiques et des frottements cinétiques. Donc on s'était dit, ça va. S'il maîtrise cette partie-là des frottements, ça ne sert à rien de rajouter encore un travail. L'examen est déjà assez long. Donc ici, on a juste conservation de l'énergie car il n'y a pas de force de frottement qu'on tient en compte. Que vaut mon énergie au point 3? 1 demi mv carré. Ok, mais quel M et quel V? Masse de la colite et masse du wagon et V3. Oui, V3.
Ok, et mon énergie au point 4? MV carré, les mêmes M et V4, plus M, le même M et MGH. Oui, parfait. Alors vous voyez que, encore une fois, ici, c'est très important conceptuellement d'avoir bien mis les deux masses, mais ça simplifie. Donc c'est pour ça que parfois vous tombez sur les mêmes réponses, alors qu'il y a des petits soucis. C'est pour ça que j'avais envie de vraiment corriger ça. Ok, alors je vais calculer ceci. J'ai donc 1 demi V4 au carré qui est égal à 1 demi. Alors V3, on avait trouvé que c'était 11,67. 11,67 au carré, moins GH. Alors ici, mon H, c'était 2. Donc moins 20. Vous avez conservé toute la valeur de votre V3, monsieur. Oui, mais là, pour l'instant, je l'ai arrondi, ce qui n'est pas un hasard. Je vais justement en parler maintenant. Donc, je vais faire racine de 2 fois... Je suis en train de taper tout ceci. Voilà. Et ça va me donner 9,81 mètres par seconde. Si j'avais pas arrondi ici, j'avais tout gardé, j'aurais eu 9,80. Jusque-là, prendre la valeur arrondie ou pas n'a pas changé grand-chose. On va voir que pour la suite, on va quand même avoir une assez grosse différence entre la valeur arrondie et la valeur non arrondie. Ce sera pour l'exercice C. L'exercice C, justement, on vous dit, OK, vous avez trouvé toutes les vitesses, c'est magnifique. Ben, on avait eu un choc. En 2 et 3, j'ai eu un choc inélastique. Et donc ça, c'est le point C. On vous dit quelle est l'énergie cinétique avant le choc, donc en 2. Quelle est l'énergie cinétique après le choc, donc en 3. Et du coup, quelle est l'énergie cinétique perdue? Donc ça, je pense que maintenant vous avez compris, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Avant le choc, j'avais juste le wagon qui avait une vitesse V2. Ici, j'ai donc 1 demi fois 330 fois 10 racine 2 au carré. Alors 10 racine 2 au carré, ça fait 100 fois 2. Vous avez écrit 303. 333. Merci. 10 racine 2 au carré, ça fait 200. Divisé par 2, ça fait 100. 330 fois 100, ça fait 33 000 joules. Au point 3, j'ai 1 demi. Cette fois-ci, j'ai mes deux objets ensemble, fois la vitesse 3 au carré. Ça fait 1 demi fois 330 plus 70, ça fait 400, fois 11,67. Et je ne vais pas écrire toutes les virgules parce que c'est long à écrire, au carré. Alors si je tape juste ça, 200 fois 11,67 au carré, je tombe sur 27 237,78. Si j'avais gardé toutes les virgules, je serais tombé sur 27 225 exactement. Vous voyez ici qu'il y a une différence. Ma différence, elle se trouve où? Elle se trouve au niveau du quatrième chiffre. Quand vous y pensez, c'est assez logique. J'ai arrondi ceci à 11,67 et donc c'est le quatrième chiffre que j'ai changé. J'ai choisi d'avoir une erreur de précision ici qui est de l'ordre du pour 1000. Vous voyez, 0,01, c'est un millième de 10. Alors, certes, quand vous allez écrire vos équations, alors l'idéal, vous gardez même carrément V3 au carré,
Mais vous n'allez pas vous amuser à réécrire tout le temps toutes les virgules. Vous allez plutôt écrire ceci. Mais c'est important que ça soit plus une notation. Quelque chose pour pas mettre 50 heures à tout écrire, mais que vous gardez sur un côté la valeur la plus précise possible. Pour ça, il y a deux manières de la garder. Soit vous l'écrivez comme je viens de le faire, il n'y a pas besoin d'une calculette de génie pour faire ça. Vous écrivez toutes les virgules, c'est assez ennuyeux à en faire, mais comme ça vous l'avez. Soit vous avez normalement, si vous n'avez pas une calculette en trop mauvais état, de quoi stocker sur votre calculette la valeur. Comme ça, vous pouvez la réemployer. Moi, quand je tape ceci à ma calculette, en fait, je tape 1/2 400 fois A au carré. Et dans A, j'avais stocké la valeur du dernier résultat. Alors, qu'est-ce que ça change? Premièrement, vous allez avoir des examens Moodle cette année-ci. Pas en mécanique, mais pour d'autres cours, et si jamais il y a du confinement. Moi, quand je fais ces exercices-là sur Moodle, je dis à Moodle, j'accepte toutes les valeurs autour de la vraie valeur plus ou moins 25. Donc ça veut dire que si vous avez en 27 200 et 27 250, c'est compté comme bon. Maintenant, méfiez-vous. Si vous avez arrondi votre 11,66, etc. à 11,6 ou à 11,7, ben vous serez en dehors de cette gamme-là. Donc faites vraiment attention avec les arrondis, surtout quand vous avez droit à des corrections automatiques via Moodle. La plupart des profs ont comme réflexe de ne pas arrondir les résultats intermédiaires, puisque c'est beaucoup plus précis après. Comme ça, vous ne propagez pas d'erreur. Ça a du sens d'arrondir le résultat final quand on le donne, parce qu'on n'est pas aussi précis. Mais les résultats intermédiaires, on les emploie pour calculer d'autres choses après, et donc les arrondir n'est jamais une bonne idée. Vous verrez ça quand vous aurez votre cours de stats, où là, on vous demande d'être très précis. Pour bien vérifier que vous avez employé la bonne formule, parce que parfois, en changeant de formule, vous allez avoir des erreurs de quelques pourcents. Et donc, si vos formules sont pas bonnes, il faut qu'on puisse se détecter. Donc, on va demander d'avoir des résultats assez précis. Et si vous avez pas de précision simplement parce que vous avez tout arrondi méchamment, vous allez perdre beaucoup de points pour rien. Ça, c'est de manière générale, correction Moodle. Par contre, qu'on soit bien clair, à l'examen écrit de mécanique, que vous m'écriviez ça ou ça, pour moi, c'est chou vert et vert chou. Les deux sont pareils. J'ai bien compris que vous avez compris la matière. Ici, mon but, c'est vraiment de compter la réflexion. Mais voilà, j'avais envie de vous faire quand même ces petites notes, en se rendant compte ici quand même que l'air de rien, quand on vous demande deux chiffres après la virgule, vous voyez que vous êtes assez loin. Ici, c'est 0,00. Je suis à 12,78 de la valeur attendue. Alors, de manière relative, c'est très proche. Je suis en dessous du pour 1000, comme je disais. Mais de valeur absolue, c'est assez loin. Voilà, c'était juste la petite note que j'avais envie de faire avec vous. Du coup, si je l'avais dû écrire ceci, moi, j'aurais fait 11,67. C'est ce que j'aurais écrit parce que c'est plus court à écrire. Mais en fait, quand j'aurais fait mon calcul ici, c'est pas 11,67 que j'aurais tapé à la calculette. C'est la valeur gardée en mémoire et ça m'aurait donné comme réponse 27 225. Et c'est aussi pour ça que parfois dans les corrections que vous voyez, si vous tapez juste à la calculette, vous n'aurez pas exactement ma valeur. Parce que moi, en fait, je garde tout ce qu'il y a là en mémoire. Voilà, petite parenthèse. Sachant ça, si je fais 33 000 moins 27 225, je tombe sur 5 775 joules d'énergie perdue. Ça, c'est l'énergie qui a dû être dépensée durant ce choc inélastique. Elle est partie en son, puisqu'il y a eu un choc entre les deux. Elle est partie dans le fait de s'agripper, en travail, etc. À l'examen, cet exercice continuait. Vous aviez trouvé une vitesse V4. Et bien, c'était parti pour l'envolée sauvage. Je vais prendre cette couleur-là. Ici, vous partiez donc sur un tir parabolique. Et je ne sais plus ce qu'on vous demandait, mais
C'est pas impossible que ce soit la distance qu'on vous demandait. Et donc ça, c'est la matière du cours. La cinématique. La cinématique. Et l'examen était fini. Ici, vous avez un exemple de un gros exercice. On continue sur le même lancer. C'est toute une série de cascades qui portent sur tout le cours. Alors, vous voyez qu'on ne s'est pas non plus interrogé sur tout. Déjà là, c'est pas mal long. Et donc, dans cet exercice, ce serait la même chose cette année-ci. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dans cet examen-là, j'avais la statique et la dynamique qui étaient assez compliquées. J'avais un plan incliné, j'avais besoin de faire des moments de force. Pas simple. Et donc, de mon point de vue, ça c'était l'exercice difficile. Du coup, vous voyez que la suite, elle est assez simple. L'énergétique, j'ai pas eu de travail, j'ai pas eu de ressort. J'ai juste l'énergie cinétique qui devient l'énergie potentielle, de l'énergie potentielle qui devient l'énergie cinétique. Pareil, la collision, on en a pris une inélastique. Une collision inélastique rapide à résoudre mathématiquement qu'une collision élastique, puisqu'on a une équation en moins. Et puis on avait un tir parabolique, ça c'est relativement long à résoudre, donc j'aurais dit que l'examen ici, en gros, c'était comme ça. Et c'est plus ou moins ce qu'on essaie de faire à tous les examens. On essaie d'interroger sur toute la matière, mais on ne sait pas faire des exercices difficiles sur tout. Donc on choisit une matière où on dit, allez, on va un peu plus taper sur la statique et la dynamique cette année-ci. Du coup, l'énergétique, les collisions, on va faire ça un peu plus facile. Et la cinématique, on va prendre le tir parabolique. C'est sympa, les tirs paraboliques. Voilà, cette année-ci, ça pourrait être, allez, en carnaval de l'année passée, on avait décidé de faire un exercice compliqué d'énergétique. Du coup, la statique était simple. Voilà, donc vous serez d'office interrogé sur tout, avec des niveaux de difficulté qui dépendent de l'examen qu'on vous pond. Et souvent, on essaie de faire varier ça entre les différentes sessions, histoire que si vous avez vraiment des soucis avec l'énergétique, et que par malchance, vous tombez en janvier sur un examen où l'exercice difficile, c'est celui d'énergétique, vous n'ayez pas de nouveau un exercice difficile là-dessus après. Vous aurez de nouveau de l'énergétique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier ça, mais on ne va pas toujours taper sur la même chose. Il faut se rendre compte d'une dernière chose ici. C'est quand on y pense, pour faire mon tir parabolique, j'ai besoin de V4. V4, on le trouvait grâce à l'énergétique. Mais pour pouvoir faire l'énergétique pour trouver V4, j'avais besoin de V3. Et quand on y pense, pour trouver V3, en fait, j'avais besoin de V2. Et donc pour trouver V2, j'avais besoin de l'énergétique ici. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une question à tiroir. Si j'ai pas réussi à faire la première question, j'arrive pas à faire la deuxième. Et donc j'arrive pas à faire la troisième. Et donc mon examen, il s'arrête ici. Ça, évidemment, d'un point de vue pédagogique, on veut absolument éviter. Donc, quand on fait un examen comme ça vous vous préparez déjà un petit peu, mais vous le verrez quand vous l'aurez devant vous, on va vous écrire, par exemple pour celui-ci, si vous n'avez pas trouvé ou confiance, si vous n'avez pas trouvé V4, ou si vous n'avez pas confiance en le V4 que vous avez trouvé. Imaginons que vous avez trouvé V4, c'est 300 mètres par seconde, vous vous dites, ça me semble un peu louche. Prenez V4 égale 10 mètres par seconde. Ça veut dire quoi? C'est que on veut absolument pas que vous vous arrêtiez en plein milieu de l'examen en se disant, ah bah mince, j'ai pas trouvé la valeur, je sais pas faire la suite. Dans ce cas-là, commencez l'exercice suivant en vous disant, c'est un nouvel exercice, j'ai un chariot qui démarre d'un point et qui fait un tir parabolique, et sa vitesse au début, c'est 10 mètres par seconde. Point. Il y a même des étudiants, c'est pour ça que je dis, si vous n'avez pas confiance en votre V4, qui par réflexe ne prennent jamais leur valeur et prennent toujours la valeur qu'on leur donne. Comme ça, ils se disent, ah bah voilà, plus simple. Sachant cela, c'est évident que tous ces exercices, on ne va pas coter sur la réponse finale, mais sur le raisonnement. Sachant que
en fonction du V4 que vous aviez trouvé auparavant, vous pouvez avoir une réponse finale différente. Et donc, nous, tout ce qu'on va regarder, c'est que peu importe votre V4 initial, vous tombez sur quelque chose qui marche. Qu'ici, vous fassiez bien votre tir parabolique en disant que vous êtes bien accéléré selon Y, mais vous êtes en MRU selon X, etc., etc. Et ce sera la même chose partout. Donc, vous inquiétez vraiment pas. On trouve ça plus fun si vous arrivez à garder la même d'exercice en exercice pour résoudre un long exercice comme ça. C'est aussi une compétence, d'être capable de passer par plusieurs étapes pour trouver une réponse finale. Mais si jamais vous êtes bloqué au milieu, pas de souci, prenez la valeur qu'on vous donne et avancez à partir de là. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est clair. Ok, super. Donc on vous mettra un ancien examen, je vous inviterai à le regarder. Et si vous avez des questions de nouveau, des doutes, n'hésitez pas. Je pense ici avoir été clair. C'est important pour moi que vous sachiez un peu visualiser à quoi va ressembler l'examen. Vous savez à quelle sauce vous allez être mangé et que vous stressez pas surtout. L'avantage de faire un long exercice, c'est qu'à un moment, il n'y a plus besoin d'heures. Vous gagnez beaucoup de temps en fait à ne pas vous replonger dans un exercice. Typiquement, dès que vous pensez à la masse du wagon, pour tout l'examen, vous savez que c'est 330 kg. Parce que depuis le début, vous avez un wagon de 330 kg. Et vous ne devez pas à chaque fois vous demander, ah maintenant j'ai un gymnaste qui sont dans une piscine. Ah maintenant j'ai un fusil qui tire. Ah maintenant j'ai... Là on reste toujours avec le même objet. Objet qui peut changer, hein, puisqu'il y a eu ici une collision inélastique. Ok, ceci étant dit, j'ai envie de réfléchir un peu avec vous sur le pendule de Newton. Je vous avais donné une vidéo là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez regardée, puisqu'elle n'était pas liée à la cotation permanente. Mais j'aimerais bien un peu en reparler avec vous. Alors, le pendule de Newton, ça marche comment? Vous avez des billes, et la première chose, je dirais même la plus importante, c'est que ces billes doivent être de même masse. Si elles ne sont pas de même masse, ça ne marche pas. Ça, c'est la première chose. Peu Ensuite, importe le rayon, monsieur. il faudra que tu gères bien la longueur. Comment dire? Il faut des collisions frontales, donc non, pas peu importe le rayon. Il faut chaque fois que tes billes viennent se taper, voilà, que les billes viennent chaque fois taper bien au milieu entre elles. Si tu viens taper la bille ici vers le bas, tu vois qu'elle va partir vers le haut comme ça. Au lieu de partir bien droit. Donc, il faut, tu pourrais t'arranger si tu mets bien tes fils, d'avoir des billes de rayons différents. Ça, c'est pas un souci. Mais il faut chaque fois que tu viennes bien faire ce qu'on appelle une collision frontale, c'est-à-dire en plein milieu. C'est un exercice qu'on va pas faire parce qu'on n'a pas le temps et le confinement cette année-ci. Mais normalement, on voit les collisions non frontales. Vous voyez ici, j'ai une bille A qui vient taper une bille B. Et je viens taper avec un certain angle. Ce qui fait que, mais au lieu d'avoir une collision qui va 100% selon X, j'ai une collision qui va partir en partie selon X et en partie selon Y. Et donc, pour que ce pendule marche bien, il faut des collisions frontales. Et donc, il faut qu'on vienne taper chaque fois en plein milieu de la bille. Tu peux t'arranger en ayant des rayons différents si tu mets ta corde plus loin pour avoir cette collision frontale. Ça, c'est pas un souci. Mais tu peux pas mettre la corde au même endroit et avoir ta bille qui est posée comme ça, par exemple. Là, ça va pas marcher parce que tu vois, tu viens pas taper en plein milieu. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ce que vous avez déjà regardé, hein. Ça a été tourné par des amis à l'université de Namur. Alors, vous voyez qu'au début, on donne une énergie potentielle qu'on lâche. Et le premier choc, on va dire qu'il est quasi 100% élastique. Vous allez voir que ma bille, elle va s'arrêter net. Et hop, elle lance une autre bille qui monte à la même hauteur. Et puis, petit à petit, à force d'avoir des chocs, une choc, ça envoie une onde à travers la bille. Ça va faire
bouger la corde en haut, on va perdre de l'énergie. Et donc tout le système va commencer à osciller et on va perdre de plus en plus d'énergie. Et à la fin, vous voyez que tout bouge un peu dans tous les sens. Si je lance 2 billes, on voit avec cette expérience qu'il y a 2 billes qui montent. Ici, on vous explique, on donne une énergie potentielle, ça devient une énergie cinétique et paf, ça monte à la même hauteur. Et quelque chose que je trouve très intéressant, souvent, les étudiants ne croient pas quand on dit que la bille qui vient taper, elle s'arrête avec une vitesse nulle d'un coup. Ben, c'est vraiment le cas. Ici, vous avez vos billes qui s'arrêtent pile poil. Il y a juste un petit peu de dissipation, ce qui fait que ça bouge. Et on peut continuer, quand on lâche 4 billes, il y a 4 billes qui vont remonter de l'autre côté. Ben, on va un peu faire les équations ensemble, réfléchir un peu comment ça marche, comment est-ce qu'on en arrive là. Alors ici, j'ai des chocs. On voit clairement un rebond, donc on a clairement des chocs élastiques. Chaque bille a la même masse et la même taille ici. L'important, c'est que la collision soit frontale. Alors, je vous fais le début. J'ai une énergie potentielle qui devient une énergie cinétique. Et donc, j'ai ma bille ici qui vient taper avec une vitesse V. Comme j'ai un choc, j'ai conservation de la quantité de mouvement. Que vaut ma quantité de mouvement juste avant le choc? Alors, soit je vous ai pas entendu, soit vous m'avez pas entendu. On ne vous a pas entendu, en fait. Ah, vous m'avez pas entendu parler? Ok. Depuis longtemps ou juste ma question? Juste la question. La question. Donc ici, je donne la quantité de mouvement juste avant le choc. Donc j'ai ma bille qui arrive avec une certaine vitesse V. Quelle est la quantité de mouvement du système avant le choc? 1 petit m fois v. Un petit m fois V. J'ai juste, ici la vitesse vaut 0, donc la quantité de mouvement vaut 0. Pareil pour les 4 billes à l'arrêt. Et ici j'ai une quantité de mouvement de mv. Alors ici c'est pas ce qui va m'intéresser, donc je vais vite mettre ça à la trappe. Mais n'oubliez pas que la quantité de mouvement c'est un vecteur. Et donc si je choisissais un système d'axe classique, typiquement ici ma quantité de mouvement vaut moins mv selon x. Là, je ne vais pas en parler, ou si on veut, je pourrais dire que x va par là. C'est une question de point de vue, mais en tout cas, je vais mettre plus mv. Donc ici, ma quantité de mouvement, c'est mv. Bravo. Alors là, j'aimerais bien réfléchir un petit peu avec vous. On a vu que dans la vidéo, j'avais, après le choc, une bille qui repartait. Comme j'ai une bille qui repart, j'ai une masse qui repart à une certaine vitesse v'. Et donc, je peux trouver que v', c'est égal à mv sur m, et donc que v' est égal à v. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, je vais juste écrire mv. Donc ici, ça a l'air d'être une équation stupide, hein, 5 égale 5, mv égale mv. Mais là, c'est vraiment ce qui se passe avant et ce qui se passe après. C'est la même masse, mais c'est pas la même bille. Ici, c'était la bille, si je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'était la bille 5. Ici, c'est la bille 1 qui part. Donc ça, c'est une bille qui part, qui
qui se fait pousser en dehors du pendule. Maintenant, imaginons qu'on n'ait pas vu l'expérience. Imaginons qu'on n'ait pas vu que c'était bien de fait une seule bille qui part. Ben, il y aurait d'autres possibilités. Ma quantité de mouvement au départ, c'est toujours mv. Mais j'aurais pu avoir deux billes qui partent. Et donc j'aurais eu 2m. À ce moment-là, que vaut la vitesse d'après vous? La moitié. La moitié. Ça, c'est quelque chose à retenir des collisions. Des collisions, quand on parle juste de choc, sans encore parler d'élastique ou d'inélastique, c'est que si la masse double, la vitesse est divisée par 2. Si la masse fait x3, la vitesse est divisée par 3. Et ainsi de suite. Et donc, j'aurais pu avoir, ici ça c'est le cas où 2 billes décollent, mais j'aurais pu imaginer d'avoir 3 billes qui partent, alors ça partirait au tiers de la vitesse. J'aurais pu imaginer avoir 4 billes qui partent, etc. Enfin, et tout, en fait. Ça, c'est tout ce qui est possible vis-à-vis des chocs. Cette raison, c'est la raison pour laquelle c'est jamais bon de se faire taper par un camion. Prenons deux cas de figure. Il y a un camion à l'arrêt. Donc mon camion, il a une masse de 10 tonnes et il a une vitesse de 0. Moi, j'arrive en voiture. On va dire que ma voiture fait 1 tonne et j'ai une vitesse de 100 km/h, peu importe les unités. Ma quantité de mouvement avant, c'était 1 tonne fois 100. Ma quantité de mouvement après, je vais appeler ça MC et VC. Ma quantité de mouvement après, c'est M plus MC, donc c'est 11 tonnes fois V. Alors ici, on voit que pour passer de 1 tonne à 11 tonnes, j'ai dû faire fois 11. Ça veut dire que ma vitesse va être divisée par 11. J'ai pas le choix. Si j'ai une égalité, si j'ai un des termes qui fait fois 11, l'autre terme fait diviser par 11. Ça veut dire que là, en termes de changement de vitesse, rien qu'avec la collision, je vais perdre. Ma vitesse va être divisée par 11. Mais ça, c'est la vitesse de ce qui a le choc. C'est la vitesse de la voiture. Moi qui suis dedans, je ne vais pas avoir ma vitesse qui divise par 11. Et donc, je vais faire une rencontre. Alors là, c'est pour cette raison-là que si vous rentrez dans quelque chose de beaucoup plus lourd, ça va vous stopper net, juste par la différence de masse. Alors ça, c'est dans le cas des chocs inélastiques. On va parler des chocs élastiques après. En tout cas, c'est dans le cas des chocs. Imaginons maintenant l'inverse. Oui, mais si moi, je suis au repos, donc ma masse, elle vaut toujours 1 tonne, et ma vitesse valait 0. Et que j'ai le camion qui arrive avec sa masse de 10 tonnes et sa vitesse de 100 km/h. Ça veut dire qu'au début, j'avais MCVC, c'est-à-dire 10 tonnes fois 100, et qu'après, j'ai la somme des deux fois une nouvelle vitesse. La somme des deux, c'est 11 tonnes. Donc on voit qu'ici, il y a un petit changement de masse. C'est 1,1 tonne. Et donc si là je fais... Pardon, c'est fois 1,1. Si je fais fois 1,1 pour la masse, ça veut dire que la vitesse doit être divisée par 1,1. Et donc ça veut dire que la vitesse, elle va quasi pas changer. 100 divisé par 1,1, je peux le faire. Hop, ça va faire quelque chose du style, voilà, 90. Ici, j'aurai donc une vitesse de 91 km/h. Alors il faut se rendre compte que là, imaginons j'étais tranquillement dans la bande des pneus crevés sur l'autoroute, en train d'écouter de la musique en attendant la dépanneuse, et là il y a un camion qui me rentre dedans. Je vais passer de 0 à 90 km/h d'un coup. Donc vous allez être littéralement expulsé comme une bille sans vous en rendre compte. Ça, c'est pour les chocs inélastiques. C'est-à-dire où j'ai
deux objets qui fusionnent. Dans la vie, ce sera toujours un mélange des deux. Il y aura aussi des chocs élastiques. C'est d'ailleurs ce qui va nous permettre ici de savoir combien de billes partent. Parce que 4 billes, 3 billes, 2 billes, 1 bille, on voit bien que quand on fait l'expérience avec le pendule, c'est pas de temps en temps une bille, de temps en temps deux billes. Si je lâche une bille, on avait vu que c'était seulement une bille qui part, jamais 2, 3 ou 4. Et donc pour ça, qu'est-ce qui fait que il n'y a qu'une seule bille qui part? C'est le fait que mon choc, c'est pas juste un choc, c'est aussi un choc élastique. Dire que le choc est élastique, ça veut dire que je dois aussi avoir conservation de l'énergie cinétique. Et donc ma situation de départ est toujours la même. J'ai lâché une bille. Donc l'énergie cinétique de ma bille, c'était 1/2 mv carré. Ça, c'est l'énergie au départ. Et comme dans tous les cas que j'ai considérés ici à gauche, tout cela, j'ai toujours lâché une bille. Bah, j'ai toujours 1/2 mv carré comme énergie cinétique de départ. Par contre, en fonction de ce qui part, j'ai ici des choses qui sont imposées. Si j'ai une seule bille qui décolle, bah alors mon énergie c'est 1/2 mv carré après. Si j'ai deux billes, alors c'est 1/2, mais j'ai 2 fois la masse, donc c'est 2m. Mais ma vitesse est 2 fois moins, donc c'est v² au carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces différentes lignes? Si l'énergie est conservée, votre deuxième ligne, il y aura un quart. C'est ça, exactement. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si j'avais deux billes, l'énergie après, ce serait ceci? Non. Pourquoi? Pourquoi V divisé par 2? Donc ici, ça c'est l'énergie avant, quand j'avais une bille. Ensuite, on peut regarder et s'imaginer, tiens, si j'avais une bille qui s'envole, j'avais vu que dans les chocs, si j'avais une bille qui s'envole, par conservation de la quantité de mouvement, j'ai une masse de m et une vitesse de v. Et donc l'énergie d'une bille qui part, c'est 1/2 mv carré. Si j'ai deux billes qui partent, on avait vu que par la conservation de la quantité de mouvement, la masse qui part, c'est 2m, donc j'ai 1/2 2m. Et du coup, par conservation de la quantité de mouvement, la vitesse à laquelle elles partent, c'est v². Et donc j'ai v² au carré. Vous voyez ça ou pas? Oui. Maintenant, comme l'a dit Cyril, si je calcule ça, ça fait 1/2 2m v carré sur 4. Et ça fait un quart de mv carré. Et donc on voit que ce deuxième cas là, le cas où deux billes partent, c'est possible d'un point de vue choc, d'un point de vue collision, tout à fait accepté. Mais pour un choc élastique, c'est impossible. Et donc ici, j'aurai pas conservation de l'énergie. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que si on fait le calcul, si on se dit bien que c'est un choc élastique, ben en fait, c'est pas possible que deux billes partent. Et on peut faire la même chose pour tous les autres cas. Si j'avais 3 billes qui partaient, ça veut dire que l'énergie cinétique après qu'ils soient partis, c'est l'énergie cinétique de mes 3 billes qui sont parties à une vitesse d'1/3. Et ceci, si je résous, ça fait un 1/6 de mv carré. Pareil, si j'avais 4 billes qui sont parties, j'aurais eu une énergie cinétique de 4 billes, donc de 4 masses, qui sont parties à une vitesse d'un quart de celle du début. Et donc j'aurais eu un 1/8 de mv carré. Et on voit que tous les cas où il y a plus qu'une bille qui part violent la conservation de l'énergie. Et donc si je lâche une bille, le seul endroit où les équations marchent, c'est quand il y a une bille qui part. Quand il y a 2 billes, 3 billes, 4 billes, ça marche du point de vue de la conservation de la quantité de mouvement, mais ça ne respecte pas la conservation de l'énergie cinétique. Si j'avais pas un choc élastique, si je perdais de l'énergie,
alors j'ai plus besoin d'avoir ça. Et donc là, j'aurais plusieurs cas possibles. Si j'avais un choc inélastique, je pourrais avoir 2 billes qui partent, 3 billes qui partent, 4 billes qui partent. Et comment savoir lequel c'est? Bah là, ça va dépendre vraiment des circonstances. Ça va dépendre d'à quel point le choc est inélastique. Est-ce que c'est plutôt un choc inélastique en 2 billes particulières ou en toutes les billes, etc. A priori, si c'était le même choc inélastique partout, par symétrie, il n'y a pas de raison qu'il y en ait plutôt une ou l'autre qui parte et ce serait tout ensemble qu'elles partiraient. Elles resteraient toutes collées et elles bougeraient. Mais ça va dépendre plus des équations là. Donc, quel est le raisonnement derrière le pendule de Newton? J'ai une collision. Dès lors, j'ai conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire que s'il y a une bille qui arrive, soit j'ai une bille qui part à la même vitesse, soit j'ai 2 billes qui partent à la moitié de la vitesse, soit j'ai 3 billes qui partent au tiers de la vitesse, soit j'ai 4 billes qui partent au quart de la vitesse. Mais est-ce que ça, d'un point de vue énergétique, c'est cohérent? Si j'ai une bille qui part à la même vitesse, bah oui, j'ai une énergie cinétique 1 demi mv carré qui devient une énergie cinétique 1 demi mv carré. Parfait. Par contre, si j'ai 2 billes qui partent à la moitié de la vitesse, du coup, par conservation de la quantité de mouvement, bah alors là, si je calcule l'énergie cinétique, comme ceci, hein, j'ai 2 billes qui partent à la moitié de la vitesse, bah on se rend compte que j'ai une perte d'énergie. Je perds la moitié de mon énergie. Et ça, c'est pas autorisé par la collision élastique. Et donc, tous les cas où il y a plus de billes qui partent que ce que j'avais donné au départ n'est pas juste. Et après, je pourrais faire les mêmes calculs. Tiens, si j'avais 2 billes au début. Si j'avais 2 billes qui arrivaient avec une vitesse v, ben on va se rendre compte que je pourrais avoir une bille qui démarre. Et donc, ce serait une bille avec le double de la vitesse. Mais ça encore, ici, j'ai une énergie cinétique de 1 demi 2mv carré. Et ici, j'aurais eu une énergie cinétique de 1 demi m 2v au carré. Vous voyez bien que ça, c'est différent. À gauche, j'ai mv carré. À droite, j'ai 2 mv carré. Et vous pouvez faire le même raisonnement pour tous les cas, avec 3 billes, avec 4 billes, que le seul cas qui conserve et la quantité de mouvement et l'énergie cinétique, c'est quand on a le même nombre de billes que ce qu'on avait lâché qui décolle. Est-ce que j'ai réussi à vous faire comprendre ça ou est-ce que j'ai réussi à vous perdre? Monsieur, Oui, s'il y avait le fait qu'on lance 2 billes, on conserve plutôt la masse en ce qui concerne l'énergie cinétique et on conserve plutôt sa vitesse et la masse passe à 2, on n'aurait pas conservation de l'énergie cinétique. attends, je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Donc si tu me dis si on lâche 2 billes, Et du coup, on va avoir, en ce qui concerne la quantité de mouvement, 2mv égale à 2mv. Et maintenant, en ce qui concerne l'énergie cinétique, ouais, tu vas avoir 2mv égale 2mv. en ce qui concerne avant le choc, on a 1 demi 2m fois la vitesse au carré. Et qu'après le choc, vu que c'est 2 billes qu'on a lancées, on considère que les 2 billes partent, mais avec la même vitesse. Oui, c'est ça. Donc tu as 1 demi 2mv carré aussi. Du coup, ça se conserve, non? Oui, c'est ça. Donc si tu lâches 2 billes qui viennent taper, tu vas avoir 2 billes qui vont remonter. Tu dois toujours avoir le même nombre de billes que tu as lâchées que le même nombre de billes qui repartent. Toi ici, j'ai pris l'exemple, si je lâche une bille, la seule chose qui conserve l'énergie, c'est une bille. Et là, tu viens de faire l'exemple, si je lâche 2 billes, la seule chose qui conserve l'énergie, tu peux essayer avec 3 billes, avec une bille ou quoi, c'est qu'il y ait 2 billes qui repartent. Et ainsi de suite. Si je lâche 3 billes, et donc que j'ai 3 MV au début, et que j'ai 1 demi 3mv carré, la seule chose qui va conserver, c'est que si ici je demande qu'il y ait 3 billes qui partent aussi. Si j'essaye 4 billes, 5 billes, 1 bille, tout ça, tu vas voir que ça ne va pas conserver mon énergie cinétique. C'est clair ou pas clair? Ça va, parfait. Ça va? Alors tiens, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui se passe si je lâche une bille comme ceci et en même temps une bille comme ceci? Rien va se passer, il y a tout qui va s'arrêter. Alors si tu me dis que tout s'arrête, ça veut dire qu'au début, c'est quoi mon énergie cinétique?
juste avant le choc. Et les billes de part et d'autre ont la même masse, la même vitesse, si ça doit s'arrêter. 1,5 mv carré. C'est ça mon énergie au début? C'est dans Oui. le cas où ça s'arrête, non? Bah, comme Ah. c'est dans des sens opposés, qu'elles auront la même force, normalement ça va s'arrêter. Alors ici, regardez, on va répondre à ma question d'abord. Ici, j'ai donc une bille qui arrive avec une vitesse, avec une quantité de mouvement mv, et là une quantité de mouvement mv, comme ça. Quelle est l'énergie de ces deux billes au début? Quelle est l'énergie de ce système avant le choc? La première bille, c'est un demi de MV carré, et la deuxième bille, c'est pareil. Ouais, et donc l'énergie totale, c'est 2 fois un demi mv carré. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque j'ai deux billes. Oui. Et ici, de l'énergie, c'est de l'énergie. Il n'y a pas de sens. Je n'ai pas une énergie qui va vers la droite, une énergie qui va vers la gauche. À la limite, vous pouvez dire que V n'a pas le même sens, mais au carré, si j'avais par exemple une vitesse de -5, bah -5 au carré, ça fait 25. Pareil, si j'avais une vitesse de 5, bah 5 au carré, ça fait 25. Donc, il n'y a pas de signe pour l'énergie. Et là, vous me dites que si je lâche une de chaque côté, ça va s'arrêter. Si tout est à l'arrêt, c'est quoi l'énergie quand c'est à l'arrêt? Zéro, il n'y a rien du tout. 0. Et donc, est-ce que ça, c'est un choc élastique? Non. Non, ça, c'est un choc élastique. Donc, si vous aviez un choc inélastique, c'est ce qui se passerait, de fait. Parce que, comme vous l'avez dit, la quantité de mouvement avant, c'est mv moins v, puisqu'on a une différence de sens, et donc c'est 0. Et donc, si je me base juste sur la quantité de mouvement avant, je pourrais dire que la quantité de mouvement après, c'est juste directement 0. Mais ici, j'ai une condition en plus. J'ai la condition que l'énergie cinétique doit être conservée. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une configuration où mon énergie cinétique est conservée, où j'ai toujours un demi mv carré plus un demi mv carré, et où en plus ma quantité de mouvement vaut toujours 0? La quantité de mouvement du système qui doit valoir 0? Il faut qu'après le choc, les deux billes partent dans le sens contraire avec la même vitesse. C'est ça. Ce qui va se passer, c'est que mes billes vont rebondir comme ça. Là, vous voyez qu'on garde l'énergie cinétique, un demi mv carré plus un demi mv carré, et que ma quantité de mouvement après, elle devient moins mv plus mv, ce qui vaut bien 0. Et on va vérifier ça par l'expérience. Surtout que j'ai oublié de la tourner à l'expérimentarium, cette expérience-là. Attendez, je cherche où c'est dans la vidéo. Ah, c'est pas dans cette vidéo-là, j'avais oublié. Je vais vous chercher vite une... Hop. Une petite vidéo. J'étais convaincu qu'elle était dans une autre vidéo. Voilà, ici, ça c'était pas mal comme vidéo. Est-ce que vous voyez la vidéo? Ah, voilà. Donc, s'il prend, voilà, vous voyez ici, il prend une bille à gauche. Ah, bon, il en prend deux à droite. Ah, vous savez qu'est-ce qui se passe ici avec une bille à gauche et deux à droite? Ça va changer à gauche, après il y en aura deux et une à droite. C'est ça. J'ai plus de quantité de mouvement qui va vers la gauche, puisque j'en ai deux qui vont aller vers la gauche. Et donc, je dois en avoir deux qui partent vers la gauche. Donc, ça va se passer comme ça.
2 qui partent vers... Voilà. Vous voyez, ça part d'un côté à l'autre. Et est-ce qu'il l'a fait à un moment? Je pense qu'il le fait à un moment. Ok, bah il le fait en tout cas là avec 2 et 1, ce qui est déjà suffisant pour comprendre. Ça va, vous avez compris cette expérience ou pas? Ou c'est un peu mystique toujours pour vous? Non, ça va, c'est compris. Et donc, moi je trouve que c'est une belle expérience. Bon, elle est un peu longue à comprendre, mais c'est parfait pour bien comprendre l'importance d'un choc élastique. Le fait d'ajouter qui est la conservation de l'énergie cinétique, ça fait qu'il y a plus de 36 choix possibles. Et c'est ce qui explique pourquoi quand on vient taper avec une bille de billard, si on tape avec une bille de la même masse, eh ben on va toujours avoir ce genre de collision. On va toujours avoir vraiment quasi toute la vitesse de la bille 1 qui passe dans la bille 2 si on a un choc frontal. Comme je vous l'ai dit, un choc frontal, c'est quand on vient bien taper sur le centre de gravité. Parce que sinon, et ça c'est ce qu'on n'aura pas le temps de faire cette année-ci, mais si on était justement dans le billard, très souvent au billard, on ne vient pas taper avec un choc frontal. On vient taper avec un certain angle qu'on ne va pas résoudre parce qu'en fait, vous êtes capable de le faire. Pour faire ça, il faut juste dire que la quantité de mouvement selon x est conservée, que la quantité de mouvement selon y est conservée et que l'énergie cinétique est conservée. Exactement comme vous avez fait avec Hulk pour cette partie-là, sauf qu'en plus, il y a l'énergie cinétique qui est conservée. En termes d'intuition physique, il n'y a rien de plus. Par contre, en termes mathématiques, c'est très long. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir du Vx, ici, je vais avoir du Vy. V carré, c'est le vecteur V au carré, en fait. Et donc, mon vecteur V, c'est Vx carré plus Vy carré. Et donc, je vais devoir prendre cette équation-ci, la mettre au carré, faire plus cette équation-ci, la mettre au carré, pour retomber sur des vitesses au carré comme ça. C'est long, c'est mathématiquement ennuyant. Et pour aller un peu plus loin, pour terminer là-dessus, si jamais un jour on vous demande de faire ça, ici, vous voyez que j'ai des angles, donc je vais tomber sur des cosinus et des sinus. Et tiens, si je fais cos carré plus sin carré, ça fait combien? 1. Ça fait 1. Et donc, c'est là que tout va se simplifier et tout. C'est assez chouette mathématiquement, mais c'est long et physiquement, vous n'allez rien apprendre de plus. J'ai juste envie de préciser quand même que tout ce qu'on vient de faire, c'est pour des chocs frontaux, donc en plein centre de la bille à chaque fois. Sinon, évidemment, elle part avec un angle. Voilà qui conclut le cours de mécanique. Est-ce que vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui, sur l'examen, sur la vie? Ou est-ce que je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon blocus, de bonnes fêtes, et on se voit en janvier. On se voit. On se voit en janvier. Alors, j'ai décidé avec les collègues de ne pas organiser de séance de questions-réponses. La raison étant que vous avez déjà l'habitude de nous envoyer des questions par mail via Teams et qu'on s'est dit que pour l'instant, il n'y avait pas trop de questions non plus. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez la moindre question, que ce soit cette semaine-ci, la semaine prochaine ou pendant le blocus, que vous m'envoyez vos questions par mail. Comme d'habitude, faites une photo de ce que vous avez fait. Comme ça, je peux dire, ah, c'est plutôt là ton problème, ah, c'est juste une erreur de calcul. Parce que juste me dire, j'ai pas réussi à faire l'exercice C, oui, mais quoi, qu'est-ce qui n'a pas été voilà, que je puisse un peu vous aider. Si jamais il y avait vraiment beaucoup de questions identiques à un moment, alors je pourrais peut-être dire, ok, est-ce que vous êtes tous libres le mardi? Comme ça, je réponds à toutes vos questions d'un coup. Je peux aussi m'enregistrer simplement et vous envoyer à tous la vidéo. Mais donc, pour l'instant, retenez juste pas de séance de questions-réponses, pas parce qu'on n'a pas envie de vous y répondre, mais parce qu'on trouve que c'est mieux simplement de vous répondre individuellement. Et donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Voilà, voilà, bah, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de réussite, de bonnes fêtes, et on se voit en 2021, en espérant que ce soit un peu moins pourri que cette année. Merci à Merci, vous. au revoir. Merci, bonne fête, au revoir. Au revoir. Au revoir.